On a démarré l'émission carrément en discutant d'itinérance, puis on a dit qu'on recevrait un peu plus tard David Goudreau qui a travaillé ces dernières années. Moi, je m'inquiétais. Non, j'entendais plus parler de lui. J'avais quelques échanges privés avec lui, mais je sais pas, j'étais peut-être prude. Je lui demandais pas pourquoi il s'absentait. 4 ans depuis son dernier roman. Il écrivait, ça je le comprends bien en ayant entre les mains son dernier livre. Quand même, Salut David Goudreau. 143 spectacles, c'est un peu de la mauvaise volonté de ne pas savoir ce que je faisais. Ouais, non, mais moi c'est les livres et les livres. T'es un écrivain. Non, mais je devine bien que tu t'occupais, que tu étais très occupé. Comment ça s'est passé ces 4 dernières années? Est-ce que ça prend 4 ans écrire un livre? Normalement, non. C'est plus court dans mon cas. Je pense que d'un écrivain à un autre, ça varie beaucoup. Il y a des espèces de standards. Hein. C'est un milieu quand même assez rigide aussi, la littérature de façon large et de manière québécoise en particulier. Donc, normalement, tu prends quelques années, puis il y a toute une façon de faire. Moi, j'ai sorti mes 3 premiers romans, un après l'autre. Donc, La Bête, c'est un défi littéraire. 3 romans en 3 ans pour essayer de garder le souffle, faire la trilogie le plus vite possible. Après, j'ai pris 2 fois 2 ans entre les romans. Et là, c'est la première fois que je prends vraiment 4 ans pour écrire. Donc, ça s'est écrit quand même à travers la tournée. Je fais un peu de radio, quelques trucs aussi, mais ça a été vraiment le gros projet sur lequel j'ai planché. Juste le travail de recherche, ça m'a demandé des mois de travail. J'ai rencontré plein d'organismes communautaires, plein d'intervenants. J'ai fait des entrevues enregistrées avec des gens qui vivent dans la rue. J'ai un ami qui est un personnage dans le roman, d'ailleurs, Sioux, qui a vécu l'itinérance pendant des années, qui est présentement camelot pour l'itinéraire, qui m'a amené visiter le camp Notre-Dame, qui m'a amené dans des ruelles volant, aller visiter, discuter, c'est quoi la réalité de la rue. Je voulais vraiment pas être à côté de ma trame de fond. Et comme travailleur social aussi, j'avais le souci d'être quand même faire œuvre utile pour mes collègues qui sont dans le milieu, puis qui ont envie, j'imagine, que la population soit mieux sensibilisée, soit plus au courant. Donc, je voulais être ancré dans la réalité. Donc, beaucoup de recherches, beaucoup d'écriture, de réécriture. C'est mon plus gros aussi, donc du travail en édition. Alors, ça a pris 4 ans. Il n'y avait pas un temps prédéfini, mais celui-là, il aura pris 4 ans. Voilà. Et c'est assez fascinant parce qu'effectivement, ton livre Traumatisme, c'est vraiment, c'est une plongée aussi. Il y a tous ces thèmes, on en a beaucoup parlé, là, des thèmes sur l'itinérance, sur la santé mentale, sur l'amour aussi. Il y a une collection de personnages qui sont colorés. Il y a vraiment, tu nous fais plonger là-dedans. Il y a des pépites de réalité aussi. Il y a une forme de critique sociale où enfin, tu mets le doigt sur des choses, peut-être qu'on ose moins plonger dans ces éléments-là. Mais tu sais quoi? Moi, ça m'a fait penser un peu, c'est quand même fou. Tu sors ton livre, c'est le 5 août, et on est en pleine crise de l'itinérance. On est en plein là-dedans. Ça va être un enjeu de campagne électorale. Moi, j'ai fait le parallèle presque... Tu sais, Michel Houellebecq en France, un grand écrivain français. Houellebecq, ouais. David Goudreau, c'est un de nos grands aussi écrivains québécois. Vous sentez des choses parce que, tu sais, toi, tu sors ça, je veux dire, ça a pris 4 ans, là, quand même, tout ça. T'as fait d'autres choses, mais je veux dire, as-tu l'impression que, je sais pas, vous avez des espèces d'antennes sur cette sensibilité-là, sur ce qui se passe? Parce que ça sort, puis on est en plein dedans. C'est quand même fou. Ben, en fait, moi, je pense que la crise de l'itinérance, on la voit venir depuis très longtemps, qu'elle a été même jusqu'à la limite prévue et instrumentalisée. Je vais à la défense des conspirationnistes beaucoup dans mon roman. On a vu ça. Et je le suis devenu un peu un cours de route. J'en suis même venu à la conclusion qu'il faut être un peu con pour ne pas être un peu conspirationniste, parce que l'histoire de l'humanité va de complot en conspiration là, sans arrêt. Là. Écoute, de Napoléon à Cléopâtre, en faisant un détour par Staline, Jean Chrétien, qui vous voulez. Tout le monde complote pour ses intérêts. Si j'ai pu écrire sur cette réalité-là qui nous éclate au visage en ce moment, c'est parce que je la sens couver depuis très longtemps. En même temps, comme travailleur social, j'ai encore quelques contacts dans le milieu. Je le vois à quel point de plus en plus d'organismes communautaires sont débordés, que leur expertise n'est pas respectée, qu'on cherche des solutions parfois à côté de ceux qui en possèdent déjà de grands bouts. Et ça me travaillait. Et en même temps, il y a cet effritement du tissu social qui me préoccupe
depuis fort longtemps. Puis je pense que ça précède la crise de l'itinérance. Je pense qu'on a fait des choix comme société d'abandonner de grands pans de nos communautés au profit un peu toujours des mêmes. Tu sais. Je me permets d'être très critique avec plein de groupes différents là-dedans, mais les politiciens, je pense que je les varlope. Oui. Moi, ça m'impressionne qu'ils se présentent encore pimpants et joyeux pour nous faire Avec des les mêmes promesses. solutions. Oui, mais même au niveau juste de l'attitude, je me disais, hey, moi, si j'étais dans une profession qui cumule autant de mauvais coups, et même ultimement dans un parti qui a tellement pas tenu ses promesses, puis on peut en nommer plusieurs, là, j'en cible pas qu'un, il me semble que j'arriverais avec plus d'humilité ou que je dirais que hey, je reconnaîtrais premièrement que c'est peut-être pas facile d'être politicien puis que ce que je vous promets avec un grand sourire, ben ça se pourrait bien que j'arrive pas au bout parce que regardez tout ce qu'on a promis qu'on allait améliorer le quotidien des Québécois puis ça s'en va à volo de plus en plus là, tu sais, je veux dire puis en tout cas mais je veux qu'on revienne sur la recherche parce que c'est drôle des fois, tu sais, un écrivain dit j'ai fait de la recherche, un romancier dit j'ai écrit un livre sur des astronautes, j'ai rencontré un astronaute. Toi, t'en as vraiment fait. Puis je pense que même les gens qui s'y connaissent mieux que toi vont reconnaître que t'es allé fouiller un peu partout parce que c'est dans le détail. Puis il y a une affaire, ça peut paraître niaiseuse, mais à un moment donné, t'écris, je vais le lire le passage. Eduardo, son ex, et souvent son ex, est allé se cacher en psychiatrie 2 ou 3 semaines. Il fait souvent ça, le temps de se mettre à l'abri de quelques créanciers pour se rendre au premier du mois. Suffit de bardasser une vieille dans le métro ou de se lancer dans le rack à chips d'un dépanneur en criant qu'il y a des micros partout, logé et nourri illico, un petit séjour à l'hôpital aux frais du contribuable. Faut juste éviter de se rendre jusqu'à Pinel. C'est plus compliqué d'en sortir. C'est sûr que tu as fait de la recherche pour écrire ça. C'est impossible. Je veux dire, c'est jusqu'à trouver le truc pour se rendre là, mais pas à l'autre place. Parce qu'à l'autre place, c'est compliqué. Ça fait du bien comme lecteur de lire ça parce que quand on entend parler d'itinérance, on entend surtout des gens qui n'ont pas l'air d'avoir parlé qu'un itinérant dans la dernière année. Ben écoute, merci, c'est le meilleur compliment que tu puisses me faire. Moi, je voulais avoir un roman qui donne un vrai portrait de la situation, que l'état des lieux soit réel, puis effectivement que si j'ai la chance d'être lu par des politiciens ou des intervenants, des gens qui ont un réel pouvoir sur la situation, parce que moi, comme écrivain, je peux juste essayer de dessiller les regards, donner un peu d'informations, mais que ceux qui ont un réel pouvoir, au moins partent avec l'information. Puis ce que tu racontes là, oui, c'est un petit truc, il y en a des pires que ça que je peux pas raconter. Bardasser une vieille dans le métro, c'est quand même pas pire. Ben, ça se fait régulièrement, puis malheureusement, c'est une réalité qu'à un moment donné, quand tu peux aller vers des ressources. En fait, quand les ressources débordent, quand tu n'as plus de place, et les ressources vont déborder de plus en plus, je vous l'annonce, c'est une réalité. Quand les ressources débordent, les ressources communautaires, il te reste les ressources étatiques, donc soit que tu t'imposes avec les services d'urgence, soit que tu vas te chercher une place à l'hôpital ou en prison. Puis il y en a pour qui ça peut être effectivement une option. Quand ta vie est menacée dans la rue, quand tu t'es trop endetté parce que tu as des problèmes de consommation graves, que tout le système te laisse tomber, te laisse t'enfoncer là-dedans. Parce que moi, je tiens à le dire, j'essaie d'avoir une certaine honnêteté dans non seulement mon observation de ce qui se passe, mais dans ce qui pourrait être fait. Et d'un côté, moi, je suis absolument pro-organisme communautaire, pro-intervenant sur le terrain, prendre soin des gens les plus vulnérables, fois 1000, donner de l'aide sociale à des gens qui ont des gros troubles de santé mentale, accompagner des personnes toxicomanes dans des ressources. Je suis vraiment là-dedans, aucun problème, je vais financer ça, ça me fait plaisir. Mais de l'autre côté, je pense aussi qu'il faut être extrêmement plus dur au niveau de la justice. Et ça, c'est peut-être moins populaire. Je crois à la réhabilitation, mais je crois aux limites de la réhabilitation. Et on ne cite pas assez souvent Napoléon. Napoléon disait pour que la justice doit être forte pour ne pas être fréquente. Et en ce moment, on a à Montréal des gars qui vendent de la drogue mortelle, qui savent que ça tue des gens chaque semaine, puis ils n'ont pas peur d'aller en prison. Mais il faut que ces gars-là tremblent dans leur charte, qu'on donne des vraies peines de prison qui vont les faire une différence. Et c'est pas qu'on peut pas le faire, parce que ça va être énorme, je tiens à le dire, je suis loin d'être pro-Trump, mais Donald Trump, en ce moment, sauve la vie de centaines de toxicomanes canadiens. C'est pas vrai qu'on peut pas le faire. Partout dans les autres provinces, presque, ils ont descendu leur taux jusqu'à 40% en 2-3 ans. D'ailleurs, qu'est-ce que tu veux dire? Que le nombre de morts par surdose a diminué de façon drastique, jusqu'à 35-40% en Alberta, Ontario. Il y a seulement au Québec que les taux de mortalité par surdose des gens dans la rue se maintiennent ou est en augmentation.
Ailleurs, ils l'appliquent, la loi. Donc, on peut le faire. Carney a envoyé son César du fentanyl aller faire des petites manières à Trump et son équipe parce qu'ils sont fiers de ces résultats-là. Ils ont fait descendre le nombre de morts au Canada dans d'autres provinces. Au Québec, on le fait pas encore. Et pourtant, au Québec, on sait qu'on a cette fâcheuse tendance à mélanger de la médée, du fentanyl, puis des drogues dégueulasses à la cocaïne, puis au speed, puis aux drogues de rue. Et on a cette information-là. Je veux dire, la réalité a changé. Les drogues qui se prenaient dans les années 90, les drogues dures qu'on capotait puis qu'on faisait des campagnes pour le crack et l'héroïne, ça a l'air de la drogue douce à côté de ce qui se vend en ce moment. À 4 minutes d'ici, en sortant, je peux aller me chercher du fentanyl mélangé. Puis si c'est du fentanyl que je veux, parce qu'il y en a qui consomment ça, à la limite, c'est correct. Mais le problème, pour moi, c'est quand il est mélangé à d'autres substances et qui tue de façon encore plus insidieuse. Il y a une part de risque que les personnes qui consomment, c'est pas tous les gens de la rue qui consomment, je tiens à le dire, il y a une bonne proportion. Ça aussi, on le découvre si on ne le sait pas déjà dans ton livre, là, c'est assez évident. Là, le personnage principal n'est pas un consommateur. Là. Exact. Mon personnage principal, il y a un trouble de santé mentale. En fait, la réalité des gens de la rue, c'est dur de vivre dans la rue. Pour moi, j'ai une admiration sans borne. C'est des survivalistes urbains incroyables, débrouillards, brillants, tu sais. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens qui se retrouvent dans cette situation extrême d'itinérance visible, à survivre dans la rue pendant des années parfois, c'est très souvent trouble de consommation, trouble de santé mentale, très souvent en comorbidité. Souvent, c'est les deux qui se nourrissent. Et notre responsabilité comme société, c'est de contrôler au moins la qualité de la drogue que l'on dit légale, mais qu'on tolère. Est-ce qu'on peut au moins, quand on sait qu'un tel puis un tel ont 4-5 overdoses sur leurs épaules cette semaine, on peut-tu aller chercher puis sortir de la rue, s'il vous plaît? Oui, oui. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. C'est intéressant parce que tu as cette espèce de vision-là aussi de la société. Tu as ton roman, tu passes aussi des messages à travers tout ça, mais ça reste que c'est une belle histoire, une histoire où est-ce que on va plonger dans le parcours de ces personnages-là. Je veux qu'on parle du personnage de Mathis, mais avant d'arriver au personnage de Mathis, je veux juste revenir parce que tu as dit quand même quelque chose de super important en début d'entrevue. Tu as parlé de complotisme, puis tu as dit que cette crise d'itinérance-là, quelque part, on l'avait presque, non pas cherché, mais il y a une forme d'instrumentalisation politique de ça. Je veux revenir là-dessus parce que c'est quand même, c'est gros là quand même ce que tu dis. Oui, mais c'est mathématique. Je veux dire, on retourne, puis il n'y a personne qui est surpris là, tu sais, dans les intentions, particulièrement au fédéral, mais même au provincial, de gérer non seulement la crise du logement, mais l'immigration, tout ça, la démographie. Je veux dire, on voit très bien les tendances, quelles qu'elles sont. On manquait de logements il y a 10 ans. Oh, on en manquait encore plus il y a 5 ans. On se retrouve avec une population qui n'a plus les moyens de payer les logements, et même, je dirais jusqu'à dire, qui n'a même plus le goût de se reproduire. Tu sais, c'est hallucinant, on n'en parle pas assez. Je veux dire, le Québec est considéré, selon l'OMS, avec un taux de natalité ultra faible. Puis, moi, je ne suis pas en train de prôner la bataille des berceaux, peu importe. Ce que je dis, c'est qu'il y a des grosses réalités sociologiques qui nous affolent peu, selon moi. On n'a plus moyen de se loger, on n'a plus envie de se reproduire. Il y a des enjeux au niveau de la langue incroyables. On a des gens qui crèvent sur le trottoir. Je veux dire, c'est 600 morts par année au Québec de surdose. C'est 900 ambulances à Montréal par année. C'est les gens qui ont des troubles de santé mentale, qui n'ont pas d'hébergement, qui n'ont pas de ressources spécialisées. C'est les intervenants qui sont brûlés raides. C'est les profs qui décrochent. Il y a une espèce de... Je veux pas être alarmiste, puis je suis plutôt, je dirais lucide. Même, lucide, mais puis je suis plutôt amoureux de l'humain, puis je suis toujours dans l'espoir que ça va rebondir. Puis je veux dire, en 1939, c'était plus paniquant, puis finalement, on s'en est sorti. Ben exact. Oui. Fait que j'espère qu'on va s'en sortir. Mais pour moi, tous les compteurs sont au rouge et nos politiciens me semble beaucoup trop relax par rapport à la situation. Puis là, on s'en va vers les élections. Mon roman se passe pendant les élections. C'est très politique comme livre. Même M. Milliard, chez qui on va déposer une bombe éventuellement ou pas. Mais oui, c'est politique. Puis j'aimerais que les politiciens soient en mode solution de façon plus agressive, en fait. Ben, le personnage Mathis, c'est traumatiste, un surnom que lui donne Grégor, je pense. C'est des gens de la rue. Mais c'est un livre très, très politique. Moi, je veux qu'on revienne là-dessus quand même, puis ça nous permet de parler du personnage parce qu'il est au cœur d'un
un genre de complot? Est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce que c'est pas dans sa tête? On laissera le lecteur le découvrir. Il te dit il faut qu'il ait porté ou pas une bombe à l'aube des élections. Tu parles de la GRC là-dedans. Beaucoup. Tu nous rappelles des épisodes peut-être un peu méconnus de l'implication de la GRC dans le mouvement indépendantiste québécois. C'est tellement méconnu qu'il n'y a pas si longtemps, il y a M. Boulris qui était député fédéral et qui est devenu... qui va faire qui est payé en ce moment par la Chambre des communes, même s'il fait campagne bientôt dans Gouin pour remplacer Gabriel Nadeau-Dubois. Voilà. C'est un peu particulier. Voilà. Donc, il y a ce politicien qui était au fédéral et qui s'en vient dans un parti souverainiste, donc Québec solidaire, et qui interpellait le chef du PQ en disant que ça se soignait son impression de pouvoir être espionné. Et là, tu te dis, mon Dieu, écoute, il est député fédéral et il ne sait pas que la GRC a tout fait pour saboter les 2 référendums, qu'il y a eu des agents de la GRC, dont Richard Sanson, qui a posé des bombes, qui ont explosé le visage quand il était passé devant des juges. Il a dit qu'il a fait pire encore. On a Carole Davio qui créait des fausses cellules du FLQ pour pouvoir donner des pouvoirs à la police. On a Trudeau père qui a fondé le Fantan avec Marc Lalonde pour avoir des services secrets au-dessus des services secrets. Puis c'est même la GRC, le chef de la GRC à l'époque, qui a dit hey, « là, calmez-vous, c'est trop gros. Si ça se sait, ça va vous péter au visage. » C'est clair qu'il y a en ce moment des services secrets canadiens, quand ils ne sont pas occupés à développer des banderoles à Shawinigan pour essayer de nous shaker un peu, qui se préparent pour le référendum et qui vont tout faire pour le saboter, selon moi. Donc, oui, il y a des informations que les gens n'ont pas, puis j'avais envie d'en donner. Puis dans tous les sens. Je veux dire, tu sais, je dénonce Trump qui couvrait le découpage du cadavre de Khashoggi par le prince héritier Ben Salman, mais je dénonce aussi que on a Obama qui a reçu le prix Nobel de la paix et qui a fait des meurtres à distance de façon éhontée, des centaines de personnes qui sont mortes, des civils innocents, parce qu'il était un allumé de l'exécution par drone à distance. Est-ce que ça se peut que David Goudreau, c'est le gars qui regarde là où on ne veut pas regarder? Ben, tant mieux si c'est ça. Puis moi, j'aime aller chercher cette information-là. C'est plus qu'un amour de l'information, du détail. C'est qu'à un moment donné, on est beaucoup trop dans le ressenti, l'impression, la moraline, le militantisme et tout. À un moment donné, OK, c'est quoi la réalité, tu sais? Oui, puis moi, je suis très critique de la droite, mais aussi très critique de la gauche. Et en fait, je suis critique de l'humain parce que ce qui est le plus terrible, c'est pas ce que nous sommes, c'est ce qu'on aurait pu être. J'ai l'impression, notamment la société québécoise, qu'on devienne un pays, ce que je souhaite profondément ou pas, on pourrait tellement être mieux organisé, être plus, comment je dirais, serrés les uns aux autres, en incluant tout le monde. Tu sais, moi, je trouve que c'est honteux ce qu'on fait avec les personnes immigrantes, la francisation qu'on a abandonnée. Tu sais, je dénonce à quelque part. Oui, il y a une partie de l'immigration sauvage pour le patronat, tel que l'a voulu le Parti libéral, les partis libéraux, qui ont beaucoup nui, mais en même temps, on a aussi une responsabilité d'intégrer ces personnes-là, puis on l'a mal fait, puis on le fait mal, tu sais. Donc, il faut être critique de tous les bords. Voilà, c'est ma position. Puis peut-être, justement, je sais qu'on arrive tranquillement vers la fin de l'entrevue. Il y a cet élément-là de citoyen, même d'auteur, finalement, engagé, de ces perles, comme on dit, de réalité, aussi de critique sociale, où tu nous encourages à regarder ce qu'on cache, finalement, quelque part, qu'on met derrière le rideau. Mais tu sais, j'imagine quand tu es un auteur, tu te plonges, puis là, tu as plein de personnages. Tu apprends aussi de ces personnages-là. Le personnage de Mathis, là, qu'est-ce qu'il va nous apprendre, nous, collectivement? Moi, mon souhait profond, c'est tout simplement qu'on regarde les personnes de la rue avec un peu plus d'ouverture d'esprit, comprendre que leur réalité est très complexe. Tous les chemins ne mènent pas à Rome, mais des milliers de chemins mènent à l'itinérance. Et bien que ce soit souvent lié à la santé mentale, à la toxicomanie, mais il y a aussi des gens tout simplement qui se retrouvent après des rénovictions, après des fraudes, des personnes. Il y a beaucoup de gens immigrants qui se retrouvent à la rue aujourd'hui, puis que ça change aussi même le portrait, la réalité des gens de la rue, la cohabitation.
Puis j'ai envie juste qu'on comprenne que c'est plus complexe qu'on ne le croit, que c'est très dur de vivre dans la rue, c'est très violent, mais il y a aussi de la beauté, il y a de la solidarité, il y a des gens qui tombent amoureux, il y a des amitiés, il y a des gens qui se sauvent la vie régulièrement les uns les autres dans la rue. Ça, c'est important qu'on ne dévoilera pas de punch, mais il y a des moments de lumière. Tu as parlé de l'amour aussi, l'amour qui sauve souvent beaucoup de choses. En tout cas, il y a toutes ces perles-là aussi dans ce livre Traumatisme. Ça sort demain, Traumatisme, puis Maximile Sérieux à la recherche me rappelait que dans une semaine, dans 8 jours, en fait, c'est la journée J'achète un livre québécois. Ouais, donc on peut faire une pierre deux coups, acheter ça. David, pour moi, un écrivain, ça écrit. Oui. Donc, quand il n'a pas écrit depuis 4 ans pour moi, même s'il se promène à travers le Québec, je m'inquiète, mais là, je ne suis plus inquiète du tout. C'est ton plus beau livre, en passant. Merci, je te dis tout de suite. merci, ça me fait plaisir. Merci à toi.